C'est un numéro d'éclairage pas comme les autres que nous vous proposons aujourd'hui, un numéro best-of pour lequel nous restons dans les locaux de la première, là où tout a commencé. Tout au long de cette année, l'émission Éclairage a pris le pouls de l'économie calédonienne, d'abord sur le terrain, au contact des acteurs qui font vivre le secteur, mais aussi ici, à la première, où chaque émission a vu le jour. Pour cette émission spéciale qui va revenir sur les temps forts de cette année, nous accueillerons un expert et un représentant du monde économique, deux invités, à la fois pour dresser un bilan sur 30 ans d'accord, mais également pour ouvrir la réflexion sur les perspectives économiques du futur. Alors bienvenue dans cette toute dernière émission d'éclairage de l'année. Depuis les accords de Matignon en 1988, l'économie du pays a sensiblement évolué. Provincialisation, transfert de compétences, autonomie renforcée et bien sûr, quête du rééquilibrage. Dans les reportages qui vont suivre, nous allons revenir sur des grands dossiers comme le tourisme, le bâtiment ou encore l'agriculture, une sorte de best-of. Moteur de rééquilibrage, l'agriculture est un moyen de fixer les populations en brousse et dans les îles. En tribu, elle joue un rôle social majeur, comme nous l'avions vu dans ce reportage à Kanala. Pouya travaille au champ avec sa belle-sœur Simone dans la tribu de Nonwe à Kanala. Sur cette parcelle familiale, tout pousse ou presque. Après des années d'agriculture, Pouya en est convaincu, le bonheur est bien dans le pré. Depuis petit, quand même, j'étais toujours avec mes parents aussi dans les champs. Voilà, et c'est comme ça que j'ai appris à faire tout cela, les cultiver. Voilà, on plante un peu des haricots, on fait des lignes de bananiers, du maïs, des patates, des choux canaques. Voilà, du manioc aussi que vous voyez là aussi. C'est vraiment notre culture, quoi. Voilà, on est lié à la terre parce que voilà, on sait qu'on est né de là aussi, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de toujours aller au magasin. On a tout. Le travail de la terre rythme la vie sociale et culturelle des tribus. Son but premier n'est pas commercial. En 2012, l'IAC, l'Institut agronomique calédonien, a évalué le poids de cette agriculture en tribu. Il s'élève à plus de 12 milliards de francs. Je cultive aussi parce que voilà, je peux partager avec tout le monde. Je peux donner pour les dons de l'église quand on a un travail à l'église. Je partage aussi avec la famille. Je partage aussi dans les dons coutumiers, enfin les coutumes aussi. C'est pour ça que je cultive beaucoup et on peut même vendre. Hein. Voilà. D'après l'IAC, les ménages donnent autant qu'ils consomment. Ils tirent aussi quelques revenus de leur production agricole. 12% des végétaux sont vendus selon l'enquête. Pouya, elle, vend chaque semaine une partie de sa récolte à la coopérative agricole Wakesha. Wakesha, c'est une coopérative qui emmène sur nos mers, qui font les marchés de nos mers. Et ils font aussi les transformations des légumes, de tous les produits qu'on emmène. Voilà. C'est un moyen aussi de vite livrer. Puis après, j'ai du temps aussi pour moi pour faire autre chose que rester sur le marché, quoi. Voilà. Wakesha signifie « travailler ensemble » en langue Halashu. C'est aussi le cœur de l'activité agricole à Kanala. 2 fois par semaine, des colporteurs sillonnent la région pour collecter les produits d'une centaine d'agriculteurs des tribus alentours. Bonjour Pouya. Bonjour Yo. Alors, qu'est-ce que tu m'as emmené aujourd'hui? Des citrouilles. D'accord, mais Voilà. de toute façon on va peser, on va faire la facture comme d'habitude, quoi. Oui. Et puis après on va te régler. À Wakesha, le prix d'achat aux producteurs est fixé 1 mois à l'avance. Les produits sont ensuite vendus sur commande. Ils alimentent grossistes, primeurs et snacks, et même des paniers livrés depuis l'an dernier à Nouméa. Alexandra Tiona est la directrice de cette coopérative créée en 2004. Alors c'était à l'initiative d'abord du maire de Kanala, de la commune de Kanala. C'était par rapport au programme OGAF, c'était pour promouvoir le développement économique de la commune. C'était surtout de vendre les produits des mamans des tribus, quoi, surtout sur Nouméa, et puis aider dans
leurs besoins quotidiens. L'année dernière, en 2017, sur la zone de Canala, on a redistribué pas loin de 14 millions de francs, juste aux mamans et aux jeunes des tribus. À Canala comme ailleurs, l'agriculture est concurrencée par des secteurs plus rémunérateurs, comme le nickel. Pourtant, l'activité attire de plus en plus de jeunes qui ne trouvent pas de travail après leurs études. À Waukesha, on a décidé d'aller un peu plus loin pour booster la filière dans la région. Alors, on a mis en place l'atelier de transformation pour valoriser les produits. Les produits sont épluchés, ils sont découpés, lavés et ils sont surgelés. Au niveau du développement local, ça apporte beaucoup. Et la transformation aussi, les producteurs ils sont étonnés. Ils voient leurs produits dans les grandes surfaces. Voilà. Il y a plein de choses encore à faire, des produits qu'on ne trouve pas encore ici. Et il faut que les producteurs ils poussent encore de ce côté-là. L'avenir de Waukesha reste pourtant fragile. Ses subventions provinciales ont été divisées par 2 cette année. Direction la foire de Koumak où nous avions rencontré quelques acteurs du monde agricole. Nicolas Mesdorf, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes le membre du gouvernement en charge de l'agriculture et vous avez commencé à initier des grandes réformes, les baux ruraux, la fin des droits de succession pour les agriculteurs. On imagine que sur le métier, il y a encore beaucoup d'ouvrages. Alors il y en a énormément encore à faire, on en a fait pas mal déjà, les baux ruraux qui étaient attendus depuis 30 ans, comme les droits de succession, qui pénalisaient les transmissions aux jeunes générations, ce qui fait qu'on perdait des surfaces viabilisées. Et il y a encore un sujet important à traiter qui est le sujet de la retraite des agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cette retraite? Vous savez, il y a très peu d'agriculteurs, ils ne sont que 3000 et donc ça pose le problème de la cotisation. Il n'y a pas assez de cotisants pour accumuler une retraite viable pour des agriculteurs qui sont déjà très âgés. Et donc l'objet, c'est de trouver un taux de cotisation qui soit acceptable par tous. L'agriculture, c'est vraiment un secteur qui est très subventionné, de l'ordre de 10 milliards par an, alors que le chiffre d'affaires est estimé à environ 14 milliards par an aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce volume de subventions important et cette manne qui est dégagée, qui n'est pas beaucoup plus importante que la subvention? Alors un chiffre est bon, c'est la production finale, 14 milliards, mais les subventions sont de 6 milliards. Alors c'est un taux de subvention qui est important, mais qui est propre à toutes les agricultures des pays développés. L'Europe subventionne à 35%, le Japon subventionne à plus de 50%, tout simplement parce que ces pays ont des coûts de production très élevés, comme le nôtre, et donc il faut pouvoir vendre des produits qui sont accessibles aussi pour le consommateur. Donc c'est surtout des aides aux consommateurs finalement, parce que ça permet d'avoir un revenu équitable pour le producteur. Donc investir pour se nourrir et pour maintenir une activité en brousse, je crois que c'est important et nécessaire. L'agriculture, donc, c'est un secteur qui est subventionné, mais protégé aussi, notamment avec des barrières douanières. Et pourtant, il y a toujours de moins en moins d'agriculteurs qui choisissent de s'orienter vers cette filière. Alors comment est-ce qu'on peut trouver une adéquation avec ça? Je crois qu'un des problèmes fondamentaux qui empêchaient le renouvellement des générations, c'était l'accès au foncier. Depuis que la loi est mise en place depuis 1 an maintenant, il y a 6000 hectares de bail rural qui ont été signés et ça a permis d'installer de nouvelles générations qui, elles, vont pouvoir un petit peu redynamiser la filière. Et donc avec le bail rural, on a trouvé la solution. En Nouvelle-Calédonie, l'agriculture, elle a 2 visages, l'agriculture vivrière et l'agriculture marchande. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on aille vers une production accrue? Peu importe l'agriculture calédonienne, qu'elle soit tribale, familiale, raisonnée, bio, conventionnelle. L'idée, c'est de gagner des parts de marché sur l'importation. 80% des fruits et légumes importés en Nouvelle-Calédonie proviennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande qui utilisent le glyphosate chinois. Chez nous, il est interdit. Il est là l'ennemi. Ce n'est pas 2 agricultures qui s'affrontent. C'est 2 agricultures qui se rejoignent pour n'en former qu'une pour lutter contre les produits importés qui sont de moins bonne qualité. La production agricole en Nouvelle-Calédonie, elle essaye de tendre vers une forme d'autosuffisance. Alors on a fixé un objectif à l'horizon 2025 qui est d'un taux de couverture d'environ 30%. Est-ce que ce chiffre, il vous paraît réaliste? Est-ce qu'il faut déjà l'atteindre? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Quelle est votre vision sur l'avenir de la production agricole calédonienne? Alors c'est très simple à suivre. 14% en 2014, 18% en 2018. Donc il va falloir accélérer. En tout cas, on a retrouvé une dynamique d'augmentation de production locale par rapport à la production importée. C'est une bonne chose. Vous êtes vous-même fils d'éleveur, ça vous tentait pas de reprendre le flambeau? Si, ça me tente, parce que de toute manière, j'imagine qu'on n'est pas éternel en politique. En tout cas, on l'est de moins en moins. Je ne pense pas qu'à 50 ans, je sois encore dans les institutions. Donc c'est que je serai forcément quelque part. Et j'espère sur le dos d'un cheval à Poya. Merci.
Autre secteur phare, la construction. Après des années de chantier pharaonique, le BTP s'inquiète du manque d'activité, et ce malgré un besoin croissant que la Nouvelle-Calédonie n'arrive pas à satisfaire. Dans le reportage qui suit, nous avions rencontré des acteurs du secteur inquiets pour l'avenir. Quand le bâtiment va, tout va, dit le proverbe. Mais depuis quelques mois, le secteur du BTP n'est pas vraiment au beau fixe. Tokuyama est l'une des entreprises phares du secteur. Implantée à Nimbo, cette compagnie est le principal fournisseur de ciment de l'archipel. Nous déjà on fabrique localement le ciment. On fournit l'essentiel de la consommation calédonienne. On a en plus une autre particularité, c'est qu'on est dans un système français qui favorise les systèmes constructifs plutôt en béton, donc qui utilisent du ciment, à l'inverse de nos voisins anglo-saxons qui, eux, privilégient plutôt soit la charpente métallique, soit la charpente en bois. En Nouvelle-Calédonie comme en métropole, la consommation de ciment est un excellent baromètre de la santé du BTP. Or, les prévisions s'annoncent très mauvaises pour 2018. La consommation devrait chuter à 286 kg par habitant cette année, contre 376 kg en 2017. La Nouvelle-Calédonie, on a encore un fort besoin en logement, en infrastructure, et on a un seuil minimum qui est de 350 kg par an par habitant. Il se trouve que cette limite basse, nous l'avons franchie entre 2017 et 2018. Alors effectivement, c'est inquiétant. La situation et le secteur du BTP est en crise. Oui, il faut le reconnaître aujourd'hui, à fin juin de 2018. Depuis 2012, le secteur connaît un ralentissement avec la fin des grands chantiers de l'usine du Nord et du Sud. Les projets Néobus et de la clinique Inumania ont fait tampon, mais ils arrivent bientôt à leur terme. Quant aux chantiers résidentiels éligibles à la défiscalisation locale, les derniers sortent de terre, le dispositif touchant à sa fin. Un des premiers projets qui a démarré à Nouville, c'est un projet, le Serra, 52 appartements, F2, F3, F4, avec une vue splendide sur la mer. Donc ça fait partie de ces derniers projets de défiscalisation locale, puisque la défiscalisation s'arrête à la fin de l'année 2018. Et donc ce sera mis à la location à partir de janvier ou février de l'année prochaine. Ces 5 dernières années, la défiscalisation locale a permis de soutenir l'activité du bâtiment et de produire des logements pour les classes moyennes avec des loyers 15 à 20% moins chers. Mais aucun autre dispositif n'est prévu aujourd'hui pour lui succéder. Pour les professionnels, il est urgent de trouver d'autres pistes. Aujourd'hui, on considère que la défiscalisation locale a fait le nécessaire pour que le secteur BTP puisse poursuivre son activité, pour qu'on puisse fournir du logement, pour qu'on puisse diminuer les loyers. Aujourd'hui, on est à la fin de ce système et donc on considère qu'il faut passer à un autre système. Et pour nous, ça serait une réduction des droits d'enregistrement avec une mesure fiscale supplémentaire qui permettrait aux gens d'accéder à la propriété à moindre coût, ce qui maintiendrait le secteur BTP en activité et qui fournirait la demande de logements en accession. Le marché de l'immobilier, lui, se porte plutôt bien. En 2017, le volume des transactions a atteint les 80 milliards de francs. Mais le neuf ne représente qu'une faible partie de ces transactions. 10% seulement des ventes de villas et un tiers pour les appartements. À Nouméa, des projets résidentiels non défiscalisés comme celui-ci sont devenus plutôt rares. Alors le contexte actuel est difficile, les banques ont resserré un peu les financements, les fonciers sont de plus en plus chers, le coût de construction ne diminue pas, donc globalement oui, les promoteurs ont de plus en plus de difficultés à sortir des projets. Donc ça c'est un des seuls projets qui est en train de sortir actuellement. Bonjour Stéphanie. Bonjour Eric. Le petit casque obligatoire évidemment sur le chantier et on va monter, on a un super point de vue. Allez, tu es Vous équipé, me suivez ? Allez. je vous suis. Alors Stéphanie Ariegui, vous êtes la secrétaire générale de la FCBTP, c'est-à-dire la Fédération calédonienne Voilà, du bâtiment tout à fait. et des travaux publics. Alors on voit qu'il y a des besoins en logement qui sont énormes dans ce pays et pourtant on dit que le secteur du bâtiment va mal. Alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Alors le secteur va mal, oui, le secteur est confronté à une véritable baisse d'activité, mais aussi à une absence totale de visibilité. Cette baisse, elle est certainement expliquée par une mise en stand-by des grands chantiers. Alors je pense à la 2x2 voies jusqu'à Tontouta. Et en termes de logement, c'est vrai qu'on a un coût du foncier qui est très important, qui est en augmentation. On a une défisque qui arrive à son terme fin 2018, sans mesure de remplacement. Et puis aussi, on a une baisse drastique de construction de logements sociaux. Est-ce que c'est vraiment une crise, un passage difficile, ou est-ce que c'est un retour à la normale après des années fastes qui ont vu la construction de 2 usines de nickel, d'un Medipôle ? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou c'est pas le bon regard ? Alors oui, le discours général parle d'un retour à la normale parce que
On se rappelle des années 2010-2011, des années exceptionnelles avec un chiffre d'affaires qui dépassait les 120 milliards, 9000 salariés. Sauf qu'aujourd'hui, le cri d'alerte des entreprises n'est pas basé sur cette période. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'à fin 2018, tout s'arrête. On n'a pas de visibilité ensuite. Un cri d'alarme, donc c'est alerter l'opinion, les pouvoirs publics, mais est-ce que le secteur peut s'organiser pour essayer de rebondir et de trouver lui-même aussi des solutions pour faire face à cette période difficile? Absolument. Il faut qu'on commence aujourd'hui à travailler sur des mesures qui vont peut-être inciter à construire dans le neuf. Alors ça reste des pistes, des idées, mais on pourrait élargir le PTZ et l'élargir à la rénovation lourde et puis aussi à la rénovation énergétique. PTZ, prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, voilà, exactement. Mais il faut qu'on y pense aujourd'hui. Parce que les chantiers, ce qu'on mettra en place aujourd'hui, ça démarrera que l'année prochaine. Et on n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Le poids réel du bâtiment aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on l'a dit, c'est à peu près 8000 entreprises, mais ça va au-delà de ça. Comment est-ce que vous pouvez le résumer, ce poids? Le BTP, c'est un régulateur économique et social. C'est un secteur créateur de richesse. Alors pour donner un chiffre, on a 42% du chiffre d'affaires de la construction qui revient sous la forme de recettes fiscales directes et indirectes au territoire, donc ça c'est important. C'est un secteur créateur d'emplois, ça on l'oublie trop souvent, on a besoin aussi de ramener des jeunes. Puis surtout le secteur du BTP c'est un secteur dynamique, populaire, donc voilà, je pense qu'il faut lui redonner sa place en fait. Ce qu'on voit en tout cas c'est que le bâtiment, le BTP en général, il a besoin d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau souffle, c'est ce que tout le monde attend dans la profession. Alors Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation en espérant évidemment que le bâtiment trouve ce nouveau souffle. On y croit, on y croit. Et maintenant, cap sur les îles où la ressource en nickel n'existe pas, mais où le tourisme s'est considérablement développé ces 30 dernières années. Bonjour. Samy Iyagé est l'un des pionniers du tourisme sur l'Ifou. Avec sa femme, ils ont ouvert leur gîte et leur table d'hôtes il y a plus de 10 ans maintenant. Alors là, on se trouve en baie de Châteaubriand, à la tribu de l'Otila. Et j'ai 1, 2, 3, 4 paillotes, également une grande case qui me permet avec mon épouse d'accueillir des clients, des touristes. C'est une structure que mon épouse a toujours voulu ouvrir. C'est le contact en fait qu'elle recherche avec les gens. Merci. Merci. On a commencé par du bouche à oreille et les clients sont arrivés petit à petit, mais bon, la promotion au début c'était pas ça, c'était pas comme aujourd'hui. Et le site internet de la DIL, ça nous a permis de nous faire connaître à l'extérieur, autre qu'en métropole. DIL pour Destination Île Loyauté, le GIE Tourisme de la province des îles. Il a pour mission d'assurer la promotion et le développement des activités touristiques aux loyautés. Son directeur, Jean-Jacques Ajapounia, vient prendre des nouvelles du gîte tenu par Samy. Vous avez des clients de l'hôtel, du gîte? Des clients du gîte qui sont partis. Il y a un couple qui sont partis à la pêche. Et là la baie de Châteaubriand, là, avec l'hôtel du village, c'est bien. On est bien éclairé à la lumière. Là. Et il y a la base de voile aussi, tu vois. Le tourisme aux îles, c'est très nouveau. C'est une vingtaine d'années à peu près qu'on a commencé véritablement à asseoir le tourisme et à développer le tourisme aux îles loyautés. Donc la population elle s'est maintenant imprégnée dans cette activité-là. Maintenant on a beaucoup d'activités balnéaires, les sorties de pêche, les randonnées dans les forêts, etc. Et beaucoup de jeunes maintenant s'investissent là-dessus. De 2014 à 2017-2018, il y a une progression. Par exemple en 2016-2017, on était à plus de 20 000 touristes. De séjour, je précise bien. Et les chiffres pourraient gonfler avec la clientèle haut de gamme du futur hôtel Hilton Wajabé. Une bouffée d'air pour les loyautés dont le marché, résidentiel à plus de 60%, est déjà saturé. Pour le moment, c'est un projet, c'est un resort de 4-5 étoiles. Ça permet d'attirer des touristes, mais surtout ça permet de créer de l'emploi. Je pense que ça va être un complément des structures hôtelières qui sont déjà sur les îles. Samy a lui aussi opté pour une activité complémentaire, une exploitation bio d'arbres fruitiers qui alimente le gîte et qu'il fait visiter à ses touristes. Il est aussi membre du réseau Bienvenue à la ferme. Alors je cultive principalement des avocats. Après il y a un peu d'oranger, un peu de mandarinier, parce qu'on veut faire principalement des produits locaux à la table. Voilà. Ici surtout le tourisme, c'est l'avenir. Le tourisme c'est un peu comme l'agriculture. C'est deux choses, c'est deux produits phares pour les îles, surtout pour l'Ifou. Le problème c'est que ça a tendance à stagner depuis quelques années. Moi mon fils je sais qu'il prendra la relève, mais voilà, pour le moment, c'est pas trop ce qui l'intéresse.
Mais il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire pour le tourisme ici dans les îles. Agritourisme, hôtels haut de gamme, les leviers de croissance ne manquent pas pour les îles et leurs jeunes. Un potentiel touristique encore largement inexploité. Et voici nos invités de cette dernière mission d'éclairage. Bonjour Samuel Gorouna, je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous. Xavier Benoît, bonjour. Vous êtes le président de la FINC, la Fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on se retrouve pour parler un petit peu d'économie. Et évidemment, on va commencer par un bilan de 30 années d'accord de Matignon puis de Nouméa. Le bilan économique, après 30 ans, selon vous, il est plutôt positif, plutôt mitigé. Quel regard portez-vous sur ces 30 dernières années ? Bien, la Nouvelle-Calédonie s'est beaucoup transformée depuis ces 30 dernières années. Souvent, l'indicateur que l'on utilise, c'est le produit intérieur brut, le PIB, pour indiquer du coup la création de richesse. Dans les années 80, je rappelle souvent que c'est 100 milliards de production de richesse en Calédonie. Au bout de 30 ans, on est à quasiment 1000 milliards de production de richesse en Calédonie. Donc le pays s'est beaucoup enrichi ces dernières années. Pour autant, est-ce qu'il y a une évolution positive de cette économie ou alors une dégradation ? Vous, le regard de la Fédération des industries, quel est-il ? Sur le domaine propre des industries de transformation, un regard positif puisque les industries de transformation calédoniennes se sont développées sur les 30 dernières années, donc c'est un point très positif. Le pays s'est transformé. Par contre, si on rapproche le domaine économique du domaine social, on voit qu'il y a encore de grandes réflexions à mener et de grands travaux à mener puisqu'on a des écarts de richesse qui sont juste pas supportables. Ce rééquilibrage, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il est vraiment en marche ? Est-ce qu'il est sur la bonne voie ou est-ce qu'il rencontre encore des écueils ? Aujourd'hui, on a un niveau de formation de tous les individus qui s'est beaucoup amélioré. On a fait des progrès au niveau social dans les entreprises. La population kanak a beaucoup investi les entreprises, ce qui n'était pas le cas précédemment, etc. Donc sur plein de domaines, on a fait des progrès. Mais moi, je cite souvent un chiffre, c'est qu'en 89, il y avait moins de 1% de la population kanak qui avait un diplôme d'études supérieures, moins de 1%, les non-Kanaks étaient à 6%. 30 ans plus tard, donc ça c'est les chiffres de 2014 du recensement, les Kanaks sont du coup à 5% d'avoir un niveau d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, et les non-Kanaks sont à 28%. Donc on a fait des progrès certes, mais tout le monde progressant en même temps. Et donc forcément, les écarts ne sont pas forcément réduits à ce niveau-là. Xavier Benoît, est-ce que selon vous, il y a une vraie volonté économique de pousser encore dans le bon sens ce fameux rééquilibrage qui est une nécessité absolue pour l'avenir du pays ? Aujourd'hui, un rééquilibrage nord-sud, oui, il y en a eu un, pour différentes raisons. On a créé un grand projet dans le nord, ça a permis de générer un espace économique et social qui a permis à des entreprises de se développer dans le nord. Je suis moins certain du rééquilibrage est-ouest aujourd'hui, qui est une vraie question en Nouvelle-Calédonie. Et puis, quand on entend rééquilibrage, certains entendent rééquilibrage économique et géographique et d'autres entendent rééquilibrage communautaire. C'est une question qu'on aborde régulièrement dans les entreprises quand on parle d'emploi local. Mais effectivement, on ne veut pas, nous, chefs d'entreprise, que dans l'entreprise rentre la gestion communautaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de différence entre communautés, ce qui n'est pas forcément le point de vue de certains de nos partenaires. Le problème de fond dans ce pays, c'est qu'on est un pays riche. On a un PIB qui est comparable à des grands pays de la région, comme la Nouvelle-Zélande ou des régions métropolitaines. Et pourtant, on a beaucoup de gens qui sont très riches et beaucoup aussi de gens qui sont très pauvres. C'est ça le fond du problème quand même en Calédonie, l'un des fonds du problème. Indéniablement, après 30 ans de développement, on arrive à un niveau de pays riche qui effectivement se compare, comme vous l'avez dit, à des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, un des territoires d'outre-mer français le plus riche au niveau de son produit intérieur brut par habitant. Mais on a des écarts de richesse qui s'identifient à des écarts de richesse qu'on peut trouver dans des pays en voie de développement. Et ça, c'est pas bon pour la poursuite du développement et donc c'est effectivement un des échecs de ces 30 ans que l'on a connus. Vous pensez qu'il y a des remèdes à ça ? Parce que le constat, tout le monde le fait, évidemment, on le voit. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui vous paraissent plus intéressantes que d'autres pour essayer de juguler ce problème ? Moi, je pense qu'en Calédonie, on a fait énormément d'études. Il y a eu plein de rapports, les rapports sur la réforme fiscale avec Libre, les rapports sur Syndex, etc. Bon, enfin, énormément de choses. Après, c'est surtout la volonté politique de transformer le modèle économique que l'on a. Et ça, c'est plus un problème, en tout cas une volonté que les élus politiques doivent avoir pour pouvoir faire des réformes qui sont impopulaires,
mais qui vont permettre à la Calédonie de progresser. Oui, parce que les rapports, évidemment, ils nourrissent le constat, mais ils ne donnent pas forcément de solution pour l'améliorer. En tous les cas, ils ne donnent pas une solution unique. Les causes de ces écarts de richesse, c'est multicausal. On sait qu'on a un problème de compétitivité du travail en Nouvelle-Calédonie, il faut l'admettre. On sait qu'on a un problème sur les prix en Nouvelle-Calédonie, il faut l'admettre. Et donc c'est multicausal, ça veut dire que c'est des plans globaux qu'il faut amener et que chaque acteur, que ce soit les salariés, les entreprises, les élus, l'exécutif, le législatif, admettent qu'il va falloir avancer et portent ces projets. Parce qu'un projet, il est viable, un projet de développement, il est viable que si on le porte, et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui. Pour la deuxième partie de cette émission, nous allons nous intéresser aux nouveaux leviers de la croissance économique, le tourisme, la croisière, le potentiel de la mer et bien sûr l'économie numérique pour une Calédonie mieux connectée au reste du monde. Qui dit tourisme dit croisière. En 20 ans, la fréquentation des paquebots a explosé, comme ici à l'île des Pins, où notre équipe s'était rendue à l'occasion des ateliers du tourisme. La croisière était au cœur des discussions lors de ces ateliers du tourisme de l'île des Pins. Pour animer les débats, Élodie Jaunet, directrice de l'agence maritime Quénoua, qui assure le suivi de toutes les escales de paquebots en Calédonie. Donc on est à 94 escales en 2018 de navires de croisière programmés à l'île des Pins. Et dans les prochaines années, on est déjà en over-quota jusqu'en 2020. Des chiffres sur le nombre de croisiéristes qui descendent à terre sur l'île des Pins. Je pense qu'approximativement, c'est 90% de la clientèle qui descend, mais ça va beaucoup être défini par plusieurs paramètres. La longueur de la croisière, la météo, donc voilà, globalement. À notre niveau, on est très content qu'il y ait ces ateliers parce qu'au final, la croisière n'est pas connue en Calédonie. Il n'y a pas encore une structure vraiment territoriale pour faire ça et du coup, là que ça se passe à l'île des Pins, c'est super, quoi. Ça met toute la population en cohésion autour des mêmes projets en fait, quoi. Améliorer l'accueil des croisiéristes sans sacrifier ni son identité ni son environnement, c'est tout l'enjeu des escales calédoniennes. Pour y arriver, tous les acteurs doivent s'impliquer. Et c'est quoi vos activités à Varro? Notre projet, ça a été toujours la pirogue. Pour pouvoir vendre des pirogues aux croisiéristes, il faut donc tout l'équipement, les gilets de sauvetage, il faut un bateau également avec un moteur qui suit. Il y a un encadrement qui est un petit peu plus strict que quand on vend juste aux touristes de l'île. Donc je pense qu'il y a la possibilité en tout cas de redémarrer quelque chose ensemble de façon à ce que ça soit compatible avec déjà les us et manières de faire des piroguiers en fait. Saturé, le Caillou aura du mal à atteindre les 1 200 000 touristes visés pour 2025. On a un petit peu moins de 500 000 croisiéristes qui sont entrés en Nouvelle-Calédonie. Il y a à peu près 225 000 croisiéristes qui ont fait escale à l'île des Pins en 2017. C'est-à-dire que si on veut encore développer, il faut vraiment impérativement ouvrir des nouvelles escales comme Poum ou VA pour justement qu'il y ait une meilleure répartition. En dehors de ça, en Nouvelle-Calédonie, voilà, il n'y a pas tant de sites que ça. On a d'autres sites qui nous ont été proposés du côté de Canala ou d'autres endroits, mais il y a souvent un problème de distance entre le bateau, le mouillage du bateau et la terre. Donc du coup, on ne peut même pas envisager une escale parce que c'est impossible techniquement en fait. De leur côté, les coutumiers de l'île des Pins ont opté pour un développement maîtrisé. Le tourisme aujourd'hui est devenu un des moteurs de l'économie calédonienne, que ce soit à l'île des Pins, sur la Grande Terre, dans les îles et dans le nord. Donc il ne faut pas le négliger, mais il faut l'intégrer et le maîtriser. Prestataires et coutumiers de l'île des Pins ont été invités par une compagnie à bord d'un paquebot. Objectif, communiquer sur les mesures prises pour minimiser l'impact écologique de ces gros navires. On commence par la salle des déchets. Comme ça, vous voyez comment on travaille en bas. C'est tout trié, non seulement pour le verre, mais le verre sur les couleurs aussi. Quand on est dans les ports, on décharge dans le réservoir. Et après, quand on est dans la mer, on décharge direct. À 24. Oui. 24 km, c'est pas trop près. Ça, c'est la loi. C'est pas nous, c'est la loi. OK. Vous voyez, ça, c'est la Calédonie, non? Île des Pins, c'est là, vous voyez? Vous voyez qu'il y a une ligne, non? Oui. Et c'est ça qu'on fait la décharge de l'eau grise, de l'eau noire. Kilomètres, c'est là. L'eau grise, c'est l'eau que vous rejetez dans la mer. Ça se dissout vite ou... Il y a toujours une vitesse
de 12 ou plus km par heure. C'est fait exprès pour disperser l'eau. On vient de sortir des ateliers et on a envie de comprendre directement tout ce qui se passe à bord et aussi d'entendre des vrais acteurs comme le capitaine qui s'expliquent. Et c'est bien, on est très contents parce qu'on voit le Bac-au-Monde d'une autre façon de voir. Retour à l'île des Pins avec celui qui pilote la stratégie de promotion du pays à l'international, Jean-Marc Mosselin. Les avions. On peut faire les avions maintenant. On a mis une bonne liste pour le maritime. Les avions, on a mis déjà les prix des changements de billets. Là. Oui. Dès qu'on change, c'est 3500 balles tout de suite. Voilà. Oui, voilà. C'est les frais de modification. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc Mosselin. Alors vous êtes le directeur du GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Et là on se trouve à l'île des Pins pour les ateliers du tourisme de l'île des Pins. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement? Alors au cours de ces assises, on donne la parole à la population, aux prestataires, pour qu'ils nous disent quel type de tourisme ils veulent pour l'île des Pins. C'est extrêmement important pour nous de capter ce qui ressort de ces assises pour donner la meilleure image que l'on puisse transmettre en faveur des Cougniers pour leur propre tourisme. La Chine, c'est vraiment le mot-clé en ce moment en termes de marché à conquérir. On a déjà fait quelques pas dans ce sens-là. C'est allé vraiment vite, cette affaire avec les Chinois. Extrêmement vite. Si on prend le premier charter qui est arrivé en février dernier et l'étude de marché qui a été réalisée sur la Nouvelle-Calédonie, c'est passé moins de 2 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. En moins de 2 ans, on a donc reçu des éductours. Le gouvernement a obtenu le statut de destination agréée qui est essentiel pour pouvoir vendre la Calédonie. On a formé les commerçants et les prestataires touristiques pour être China Ready. Et on a même obtenu donc la mise en place du premier contrat de destination Chine qui a été signé récemment. On parle souvent de niche dans les marchés. Là, c'est une niche énorme. C'est le marché qu'il ne faut pas louper. Et quel marché? Quand on parle du marché chinois, c'est le vivier mondial du tourisme. 137 millions de touristes chinois l'année dernière. C'est aussi le touriste qui dépense le plus. La Nouvelle-Calédonie a sa carte à jouer, notamment auprès de cette clientèle touristique haut de gamme qui a déjà voyagé énormément et qui est à la recherche d'une nouvelle destination tout à fait originale pour eux et branchée même, d'autant plus qu'elle est préservée de l'environnement et avec une culture si intéressante entre la culture kanak et broussard. Alors comment est-ce qu'on organise le travail de promotion justement pour aller chercher chacune des niches et puis essayer d'amener le plus de monde possible? Nous avons signé un accord de représentation auprès d'une agence chinoise, c'est essentiel. Car il nous faut absolument compter sur les professionnels chinois qui, eux, connaissent mieux que nous les goûts et les habitudes du consommateur chinois. Plusieurs marchés, plusieurs types de promotions, ça se distingue vraiment d'un marché à l'autre. C'est pas du tout la même manière d'aller chercher les clients chinois et d'aller chercher des clients australiens ou japonais. Les campagnes de notoriété habituelles que l'on connaît, grand public, existent toujours. Il y a 3 semaines, sur l'Australie, vous pouviez voir la Calédonie partout, sur des affichages, dans les métros, sur les bus. Mais il y a toujours une référence avec notre site web, par exemple. Et c'est aussi l'achat de mots-clés, ce qu'on appelle du référencement, pour être toujours en haut des recherches sur Google, par exemple. Pour faire cette promotion, là, de quel budget disposez-vous et comment est-ce que vous le répartissez? On a plus de 600 millions qui sont investis directement dans la promotion. Il est établi avec le rapport qu'on peut faire avec les recettes que rapporte le tourisme, qu'aujourd'hui, en 2017, pour 100 francs d'investis, ça a rapporté à la Nouvelle-Calédonie 3 790 francs précisément. Donc un retour d'investissement à cette hauteur-là est extrêmement rare. En termes de répartition de budget, il est clair que nos marchés les plus forts, c'est-à-dire le Japon et l'Australie, sont ceux sur lesquels on se concentre. Et ils prennent à peu près 30 à 35% de notre budget chaque année, chacun. La Nouvelle-Zélande et la France, 10% chacun. Ensuite, il y a le reste, la Chine et la Nouvelle-Calédonie. Bon, et en ce moment, c'est la crise, donc la crise pour tout le monde. On est moins généreux pour donner de l'argent. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière dans cette période de récession? Si vous prenez la France, on est plus orienté vers ce qu'on appelle les DINKs, c'est-à-dire Double Income No Kids, 2 revenus sans enfants, donc des gens d'un certain niveau, ou des jeunes seniors dont les enfants viennent de quitter le foyer. Donc en conclusion, avec toutes ces niches et en poursuivant évidemment l'effort de promotion, les 200 000 touristes en Nouvelle-Calédonie, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt. Ce qui reste à faire maintenant, c'est un regroupement des 3 provinces autour d'une seule entité pour justement mieux coordonner et développer le tourisme. C'est ce qui est en train de se produire. Voilà.
On reste en mer, mais pour parler de plaisance cette fois, un secteur prometteur, malheureusement freiné par le manque d'infrastructures. Avec près de 25 000 bateaux et un lagon exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie pourrait être le paradis de la plaisance. Mais la réalité est bien différente. Faute de place en marina, le marché de la plaisance stagne depuis des années. On a quand même près de 300 personnes en liste d'attente qui, pour à peu près 150 d'entre eux, ont des bateaux, souhaitent pouvoir se mettre en marina et ne trouvent pas de place. Et on a également une liste d'attente qu'on appelle liste d'attente B, c'est-à-dire une liste d'attente de gens qui souhaitent acquérir un bateau et qui, avant toute chose, bien évidemment, se renseignent pour savoir où ils vont le mettre. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils ne savent pas où le mettre. Et c'est une situation qui perdure, puisqu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près maintenant 12 ou 13 ans, qu'aucune place de port n'a été créée. Dans l'archipel, 90% des navires sont des bateaux à moteur. Malgré une demande constante, le manque de place est un frein considérable pour les vendeurs de bateaux et un vrai casse-tête pour les gestionnaires de port. Alors là, je suis en train de pointer les bateaux sur le ponton visiteur. Tous les matins, on a ce plan d'eau à faire pour pouvoir gérer ces emplacements de libre pour qu'on puisse renflouer au maximum la marina. Parce qu'il y a énormément de personnes jusqu'à maintenant qui attendent ces emplacements-là pour être à terre, quoi. L'horizon devrait se déboucher en 2020 avec la création d'une centaine de places à Port-Moselle et d'une marina à Dimbéa dans quelques années. En attendant, les plaisanciers se réfugient au mouillage forain, dont la taille a explosé en 10 ans. Donc c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a autant de monde qui sont là, tous avec leur corps mort, et qu'on comprend pourquoi dans notre marina c'est full, quoi. C'est vrai que ça me blesse un peu de voir les personnes qui galèrent. Mais là, avec des enfants surtout, ou des personnes âgées, c'est quand même, faut avoir quand même beaucoup dans la tête, quoi. Pour de nombreux plaisanciers, le bateau n'est pas seulement un loisir, c'est aussi une maison. Et la vie à bord quand on est au mouillage, ce n'est pas toujours facile. Nous, la difficulté qu'on a trouvée ici en arrivant en tout cas, c'était les places pour les contrats annexes. C'est-à-dire qu'on arrive ici et on a un délai d'attente qui est très long pour pouvoir les mettre son annexe au port ou pouvoir accéder aux douches et aux sanitaires. Et ça, c'est compliqué. Parce que du coup, on est obligé de passer par les digues. C'est pas hyper simple quand on a un enfant ou autre. Voilà, c'est la difficulté. Direction Port du Sud, l'une des rares marinas à pouvoir accueillir des super yachts. Ces bateaux de plus de 25 mètres alimentent le secteur dit de la grande plaisance. Malgré un fort potentiel, la Calédonie ne reçoit qu'une trentaine de super yachts par an. Là encore, le manque d'infrastructures est pénalisant. Alors ici, on se retrouve à bord d'un bateau dont le propriétaire a décidé de le laisser pendant toute la période cyclonique en Nouvelle-Calédonie afin de faire des travaux de réparation annuels et de maintenance. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces bateaux passent l'une des meilleures vacances qu'ils aient jamais eues en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Manu. Bonjour Péry. Alors, je vous présente Emmanuel, qu'on surnomme Manu, qui est le chef d'équipage du bateau. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il manque de place pour pouvoir accueillir les yachts, méga-yachts, super-yachts. Ce que Fidji ou la Polynésie ont réussi à faire. Ils ont personnalisé l'accueil pour ces bateaux qui représentent énormément d'argent. Mais la qualité du service est là. Je pense qu'il y aura un accent à mettre pour pouvoir accueillir et flatter ces bateaux. Des navires luxueux qui drainent une clientèle haut de gamme à la recherche d'authenticité. Ici, l'argent est rarement un frein. Une semaine d'escale équivaut à plusieurs millions de francs de retombées économiques pour le pays. C'est des retombées qui sont directes. Pour un bateau, on va avoir besoin de nourriture, on va avoir besoin d'expertise, de techniciens. On a des guides de pêche, de plongée, de surf, de kite. C'est énormément de frais. Maintenant, voilà, il faut que les gens y croient. Il faut qu'on soit fiers de ce pays. Parce qu'on a des qualités auxquelles on ne mesure pas vraiment la valeur. Quelle est cette qualité qu'on a ici ? La qualité de la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on s'en donne les moyens, il faut qu'on soit fiers. Parce qu'on a une île, mais magique. Ouvrons nos portes. Donner à la mer toute sa place au sein de notre économie, c'est le challenge que s'est fixé le cluster maritime. Les débuts sont encourageants puisqu'en 3 ans, la mer n'a jamais fait autant parler d'elle dans l'archipel. Nous prenons maintenant la direction de Nouville-Plaisance, qui est un lieu incontournable pour le carénage et la réparation des bateaux. Nous allons retrouver Emma Colombin, qui est le manager du cluster maritime. Nous allons expliquer dans un petit moment de quoi il s'agit. Bonjour Emma. Bonjour. Compte à bord. Hop.
et direction Nouville-Plaisance. C'est bien là qu'on va? C'est là qu'on va. Alors on y va. Voilà, donc ça c'est le chantier de Nouville-Plaisance qui sort les bateaux, soit pour les caréner, soit pour les stocker à terre pendant la saison cyclonique par exemple. Et autour, on a tous les corps de métier qui permettent de travailler sur les chantiers, des magasins d'accastillage, des mécaniciens marines, il y a des vendeurs de peinture, il y a vraiment toutes sortes de professionnels. Tout ce qu'on peut avoir besoin quand on répare un bateau, on l'a autour. Emma Colombin, vous êtes donc le manager du cluster maritime. On a évoqué ce mot un petit peu compliqué, c'est un mot français. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce regroupement en fait des professionnels? Oui, cluster, c'est un mot qui vient de cloître, c'est le fait de se regrouper, c'est comme une grappe d'entreprise. Alors cette structuration a surtout permis en fait aux petites entreprises de se regrouper pour à la fois faire entendre leur voix, avancer ensemble sur des projets et créer des synergies, d'où naissent finalement des projets intéressants en termes de croissance bleue. Pourquoi est-ce que c'est si récent? On a l'impression que c'est parti un peu des états généraux de la mer qui ont eu lieu pour la première fois en 2016. On a l'impression qu'on balbutie en fait dans l'organisation de la plaisance et des activités autour de la mer. Oui, alors je pense que la prise de conscience de l'existence de la mer est relativement récente finalement ici. Et quand on a organisé les états généraux de la mer, effectivement, ça a permis de faire prendre conscience à nos institutions, à nos politiques, du poids économique de cette filière qui a un potentiel absolument énorme. Et on oublie trop souvent qu'en fait, en Calédonie, 98% du territoire, c'est de la mer. Pour l'instant, il n'est pas tellement exploité ce potentiel, il y a encore énormément à faire. Dans le court terme, il y a beaucoup de développement sur les infrastructures, par exemple, sur le tourisme nautique, la plaisance, la réparation navale, sur lesquels il y a un potentiel très important. Les professionnels de la mer, en tout cas ceux qui sont ici, quels sont leurs besoins, vers quoi veulent-ils se diriger? Par exemple, on a besoin d'infrastructures. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bateaux qui ne peuvent pas être carénés ici. On a les compétences, mais on n'a pas les infrastructures. Par exemple, le Betty-Cho ou l'Isan sont obligés de partir en Australie. Les bateaux militaires doivent partir en Nouvelle-Zélande pour être carénés. Donc finalement, ce sont une richesse économique qui nous échappe. Or, ce ne sont pas des petites entreprises qui peuvent investir pour faire des infrastructures. C'est au pouvoir public de remplir ce rôle-là. Alors des projets, une nouvelle cale, ça c'est important parce que c'est de l'argent qui s'en va à l'étranger et qui ne reste pas ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les cartons du cluster? Alors le cluster travaille aussi donc, sur les énergies marines renouvelables. On a aussi les plantes à l'eau phyte qui peuvent servir de biocarburant ou d'aliments pour le bétail ou pour l'homme dans un futur qui n'est pas si lointain que ça. Il y a plein de choses à faire et on explore toutes ces pistes. Enfin, comment imaginer le développement de notre archipel sans une connexion Internet de qualité? C'est ce que nous promet la fibre optique, comme nous l'avions vu lors d'un précédent numéro d'éclairage. Voilà plusieurs années que l'OPT travaille au déploiement de la fibre optique. Depuis 2015 et les premiers raccordements nouméens à Caméré, le réseau destiné à un Internet capable d'aller à la vitesse de la lumière fait doucement son chemin. Dans la capitale, mais aussi à Dimbéa, Païta, au Mont-d'Or, à Bourail ou Koné, les abonnés peuvent peu à peu rejoindre gratuitement le réseau fibre. Que ce soit les équipes OPT ou, comme là, un de nos sous-traitants, on procède actuellement au raccordement abonné à la fibre. Donc il y a une ligne téléphonique cuivre existante qu'on remplace par une fibre optique. Le point d'arrivée optique, il est situé de l'autre côté de la rue. Et puis donc là, on fait le dernier tronçon où on rentre dans le domaine privé. Et là, en l'occurrence, ça se passe bien. En tant qu'aménageur du territoire, l'OPT a fait le choix de la modernité. Objectif, compter plus de 10 000 abonnés raccordés en fin d'année et atteindre 60 000 d'ici 2025. Un chantier de 9 milliards de francs sur 10 ans. C'est vraiment pour préparer l'évolution des produits et services de demain. C'est aussi pour lutter contre la fracture numérique. La DSL, ce n'était pas quelque chose de linéaire et de constant en termes de produits et services. Avec la fibre, on va pouvoir aller jusqu'à 20 km et des débits jusqu'à 100 mégas. Donc demain, on aura mieux et on pourra aller plus loin pour amener un Internet de qualité. Avec la fibre optique, la Calédonie s'équipe de véritables autoroutes numériques.
Le transfert de données, le télétravail, les visioconférences, tout sera facilité pour les particuliers comme pour les entreprises. Quelques-unes ont d'ailleurs déjà constaté la différence. Une salle de sport dont les cours sont numériques est branchée en ADSL à Koutio. Le problème principal qu'on rencontre aujourd'hui avec le streaming, c'est justement un problème de connexion. Les vidéos, ça a tendance à saccader, donc la connexion est vraiment latente. Il faut savoir que le sport en salle, ça reste en intérieur, donc on essaie d'animer leur programme en mettant des vidéos. Et si à ce juste titre, ils restent devant une vidéo qui est saccadée, forcément, ils vont être mécontents. L'enseigne dispose d'une deuxième salle à Boulari. Elle est fibrée et la différence se fait à tous les niveaux. Les vidéos d'agrément sont parfaitement fluides et côté cours, on peut transpirer sans s'arrêter. Là, on est sur notre salle de cours co par vidéo. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un cours. Là, les cours sont directement sur un serveur en métropole. Et du coup, là, je viens de lancer un cours. Voilà, c'est fluide. Et du coup, c'est du streaming. Donc, le cours est enregistré en métropole. Les mises à jour se font automatiquement tous les jours. Et cette partie-là, on ne peut pas la faire sur Dumbéa-sur-Mer. Une troisième salle est en préparation sur 1000 m² à Ducos, dans une zone non fibrée. Jérémy mise sur un raccordement avant l'ouverture pour répondre aux attentes et prendre le train de l'hyperconnectivité. On peut à 100% suivre ce que fait la franchise. L'hyperconnectivité entre les clubs, l'hyperconnectivité entre les membres et les clubs, et la façon de communiquer par la radio ou par les télés au sein des clubs. À partir du moment qu'on a la connexion et qu'on a la fibre optique et que Internet suit le mouvement, nous, on peut complètement suivre la franchise et complètement continuer à se développer. L'enjeu est majeur pour la Nouvelle-Calédonie et désormais, entreprises, immeubles, lotissements, l'OPT s'est engagé à fibrer toutes les nouvelles constructions. Nous retrouvons nos invités Samuel Gorouna et Xavier Benoît pour continuer à parler d'économie. Vous l'avez peut-être remarqué, l'équipe d'éclairage a fait le choix tout au long de l'année de ne pas parler du secteur du nickel, qui est peut-être un petit peu moins prépondérant qu'avant dans l'économie calédonienne. Est-ce que c'est votre avis, Samuel Gorouna? Oui, c'est vrai qu'il y a, à l'époque du boom de nickel, le secteur du nickel pesait plus de 30% de la production de richesse, donc du PIB. Aujourd'hui, on est beaucoup moins, c'est entre 5 et 10%. 5% c'est 2016, mais voilà, les productions augmentant, effectivement, on est vraiment à ce niveau-là. Après, c'est en termes d'export. Si on exclut le tourisme et on parle que d'export de biens, le nickel, c'est plus de 95% des exports de la Nouvelle-Calédonie. Mais dans la production de richesse en Calédonie, ce sont les services qui sont les premiers producteurs de richesse, à 2 tiers à peu près de la production de richesse locale. Citez-nous des exemples d'exportation potentielle, parce qu'on a longtemps considéré qu'en gros, on exportait du nickel et des crevettes. On est sans doute capable d'exporter autre chose, quoi, par exemple? On arrive à exporter du numérique, on arrive à exporter des logiciels qu'on arrive à développer dans d'autres territoires de la Calédonie, on arrive à exporter du textile. Aujourd'hui, il y a des entreprises canadiennes qui exportent du textile en Chine, donc c'est quand même des choses qu'il faut voir. On arrive à exporter du chocolat au Japon, on exporte des produits du bâtiment en Nouvelle-Zélande, donc on a de vraies capacités à exporter, mais aujourd'hui on a de belles réussites dans ce domaine-là. Samuel Gorouna, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une autonomie économique dans ce pays? Les îles, en général, on dit qu'ils ont des moteurs externes. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des marchés à l'extérieur, ce que vient d'expliquer Xavier. Et la Calédonie, pendant très longtemps, on s'est dit qu'on avait un problème de coût. Mais sur des produits de niche, c'est quelque chose qui rapporterait beaucoup avec des prix plus élevés. Les crevettes, c'est des prix plus élevés que ceux de Madagascar. Par contre, c'est de meilleure qualité, avec la protection de l'environnement, etc. qui vont avec, l'image de marque. C'est pareil pour plein d'autres produits. Le santal aussi, par exemple. Le santal en Calédonie, on arrive à exporter, mais on arrive à exporter aussi parce que c'est un produit de qualité, etc. Donc, moi, je ne raisonnerai pas en termes d'autonomie ou pas. Mais aujourd'hui, on a vu le développement de la Calédonie. Aujourd'hui, on a les capacités de faire ça. En multipliant comme ça des niches, on arriverait quand même à sans concurrencer et faire tomber le nickel, en tout cas le remplacer, on arrivera à être complémentaire par rapport à ce secteur. Vous, les conditions idéales pour vraiment booster un petit peu cette économie et lui redonner surtout un côté un peu moins factice, c'est l'exportation des produits de qualité, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui voudrait vraiment mettre en place rapidement, quelque chose qui nécessiterait une décision politique forte? Aujourd'hui, effectivement, on a besoin de stratégies de développement économique et social pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, effectivement, à côté de secteurs historiques, il faut qu'on accompagne le développement de nouveaux secteurs. On sait qu'on a besoin d'arriver à une stratégie du tourisme qui
soit une stratégie territoriale. Il faut qu'on ait une stratégie sur l'agriculture, ce qui est en cours. Il faut qu'on ait une stratégie pour le BTP. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'une stratégie économique avec une difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que la compétence de développement économique, c'est une compétence provinciale. Donc effectivement, avoir des stratégies pays avec des compétences provinciales, il faut qu'on arrive à coordonner tout ça pour le faire correctement. Moi, je ne connais pas un territoire français qui ne soit pas accompagné économiquement par la puissance publique. Si on ramène ça au nombre d'habitants calédoniens, finalement les aides publiques qui viennent d'Europe, ou les aides publiques qui viennent de France, on est plutôt les parents pauvres par rapport à des territoires comme la Bretagne ou les départements d'outre-mer qui sont hyper aidés dans leur développement économique. Le Premier ministre Édouard Philippe, à l'occasion de sa récente venue en Nouvelle-Calédonie, a souhaité que le prochain comité des signataires qui va se tenir prochainement à Paris soit placé notamment sous le signe de la réflexion concernant l'économie et le social. Quel est votre regard sur cette affaire ? C'est sûr que si, après avoir donné autant de compétences à la Calédonie, ce soit le Premier ministre qui vienne dire qu'il faut travailler sur ces questions-là, alors que la Calédonie a la majorité des compétences dans ce domaine-là, c'est vrai que c'est un peu un constat d'échec. La Calédonie, depuis 20 ans, on a eu les transferts des compétences économiques, etc., fiscales, et sur plein d'autres domaines, pour pouvoir faire les réformes, pour arriver à réduire les inégalités. Et donc aujourd'hui, quand il faut aller rediscuter de cela, ça veut dire que quelque part, on n'a pas eu le courage, ou en tout cas, on n'a pas fait les réformes qu'il fallait faire pour la Calédonie. Bon, ça pose la question évidemment du rôle de l'État dans le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors le regard des industriels, quel est-il ? C'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs années qu'on dit si on veut parler de questions institutionnelles, il faut avant tout mettre la question économique et sociale sur la table. Parce que si ça se passe bien au niveau du développement économique et social, il y a plus de chances que ça se passe bien au niveau institutionnel. C'est intéressant que ce soit l'État qui mette la question sur la table, parce que ça veut dire que l'État a aussi l'intention d'être acteur de ces discussions. Et après, il va falloir que nos élus, avec le monde économique et social, se mettent autour de la table pour préparer, pour suivre ce prochain comité des signataires, en tout cas ce qui sera décidé, pour qu'effectivement on construise le modèle économique et social de demain. Et je pense que si on arrive à se mettre tous autour de la table, indépendantistes, non-indépendantistes, monde économique et social, pour réfléchir à ce modèle économique et social, on arrivera à trouver la bonne solution institutionnelle. Eh bien, puissent le Premier ministre et les élus locaux vous entendre à l'occasion de ce prochain comité des signataires. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission qui met un terme à cette première saison d'éclairage. On va se retrouver l'année prochaine pour développer de nouveaux thèmes. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à tous.